Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Cinquième vidéo de cette année 2024 sur le classement UCI. Je pense l'avant-dernière, je pense qu'on en fera une au mois d'octobre, au moment de la clôture de la saison au niveau des points UCI. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé cet été, quelles équipes ont bien performé pendant cet été, donc Tour de France Vuelta, quelles équipes ont été plus en difficulté sur cette période, et puis on parlera encore une fois du match, du bas de tableau, parce qu'il y a eu des gros changements, notamment avec la Uno X, qui est fortement remontée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui est votre favori, ce que vous pensez de cette bagarre du côté du classement UCI. Si vous avez les moyens que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui lui le font. Vous pouvez également ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis, plus vous cliquez rapidement sur une notification, sur une miniature, sur une vidéo, et bien plus la vidéo est mise en avant par YouTube. Et je remercie également les gens qui font cet effort-là. On commence tout de suite avec la UAE. Eh bien, bel été de la UAE. Tour de France réussi, la Vuelta. Bon, au niveau du général, ça s'est pas bien passé, mais bon, on a quand même pris des victoires d'étape. Il y a eu aussi le doublé de Marc Hirschi, Classica San Sebastian, également plus la Bretagne classique, et ça fait pas mal de points. Sur l'été, UAE a pris 12 000 points, hein. Ils étaient à 50 813 points. Et ils sont désormais au niveau du classement à 62 330, donc quasiment 12 000 points récupérés par UAE, 31 000 récupérés, ce qui est déjà plus en 2024 que sur l'année 2023, hein, et c'est un record même depuis l'introduction de ces différents classements, car ils ont fait plus que leur record de l'année d'avant, et donc ils ont fait plus que la Visma, ce qu'avaient pu faire d'autres formations lors des années précédentes. Toujours encore une fois un avantage d'avoir une Dream Team, hein, du côté de cette formation, et puis un Pogacar qui a été performant. On arrive quand même à accrocher une 9e place sur la Vuelta, aussi avec Pavel Sivakov, pas mal de victoires d'étape sur la Vuelta, des top 10 aussi, je pense à Yves Baroncini, le doublé de Marc Hirschi. Enfin, c'est vrai que cette équipe est omniprésente dans les pelotons et prend l'avantage très nettement, hein, par rapport à la Visma, hein, 62 000 points marqués entre 2023 et 2025 contre seulement 47 000, seulement, hein, 47 860 sur la même période du côté de la Visma Leasebike, qui est toujours deuxième. La Visma Leasebike sur cet été, alors on n'a pas réussi à rivaliser avec la formation des Émirats, pardon. Mais bon, l'écart était de 12 000 points au mois de juin, le 25 juin, quand nous avions fait le dernier point. Désormais, l'écart s'est agrandi, hein. On est sur un écart de 15 000 points. Quasiment. Et du côté de la Visma Leasebike, bien entendu, l'été 2023 avait été d'une grande réussite, victoire sur le Tour de France, victoire également sur la Vuelta, deux courses qu'ils n'ont pas remportées. C'est vrai que la Vuelta, alors d'un côté, oui, on a les résultats de Wout van Aert, les victoires de Wout van Aert, mais à la fin, il ne prend aucun des maillots, vu qu'il a abandonné, et Sepp n'a pas été dans le coup, étant dehors du top 10, et ça coûte cher quand même à la Visma Leasebike. Ces résultats, malgré tout, vous pouvez voir qu'ils sont à 18 000, hop là, ça vient de remonter, bientôt, ça va le faire plusieurs fois, qu'ils sont à 18 000 points marqué sur la période 2024, sur l'année 2024, ce qui est bien plus désormais que les équipes adverses, hein, parce qu'il y avait eu un petit combat à ce moment-là. Là, désormais, ils ont pas loin de 3500 points d'avance, hein, sur les différents adversaires, avec le Lidl Trek qui est un peu plus proche en termes de nombre de points. Mais sinon, c'est quand même une grande réussite du côté de la Visma Leasebike, donc qui prend la 2e place.
Est-ce qu'ils arriveront à aller chercher le classement de 2023? Il faudrait quand même finir sur les chapeaux de roue pour aller marquer 10 000 points, plus de 10 000 points sur la fin de saison. Hein. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Soudal Quick-Step, désormais troisième, qui a passé Ineos. Hein. C'était Ineos qui était troisième lors du classement du 25 juin. C'est désormais Soudal Quick-Step. Ils ont quasiment marqué 7000 points, hein, donc ce qui est assez intéressant pour la Soudal Quick-Step. Hein. Ils sont à 14 766 et ils étaient à 7 949 points marqués sur l'année 2024. Donc en mois de juin, ils étaient à 26 647 points et on a désormais dépassé la barre des 33 000 points du côté de la Soudal Quick-Step qui devrait être au niveau de son classement 2023, surtout qu'on a vu notamment sur le Tour de Grande-Bretagne du bon Julien Lafilippe, du bon Remco Evenepoel, donc ça devrait finir plutôt pas trop mal la saison du côté de cette formation belge. Sur le dernier Tour d'Espagne, pas si exceptionnel que ça. Bon, il y a eu un peu Landa, il y a eu quelques coureurs, mais c'est vrai que on n'a pas été sur le cul. Par contre, très bon Tour de France avec Remco Evenepoel. Et puis, il faut notifier également les résultats qu'a eu Julien Lafilippe. Aussi sur des courses annexes et puis un très bon tour de Grande-Bretagne aussi avec 2 victoires de Paul Magnier avant sa chute et puis vous avez également Julien Lafilippe qui prend la deuxième place de la Classica San Sebastian. Donc au bout d'un moment on accumule quand même les points du côté de cette formation plus les 2 titres olympiques également du côté de Remco. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de points du côté de la Soudal Quick-Step, parce que je rappelle que les titres en équipe nationale, ça compte hein, dans le système de points UCI. Donc c'est vrai que pour la Soudal Quick-Step, ces résultats-là ont fait beaucoup de bien. Donc c'est une très belle période estivale pour cette formation, parce que 7000 points marqués. La Visma The Bike en a marqué combien au même moment? 10 000. Maintenant ils en ont marqué plus, mais ça montre quand même un très beau score. Donc derrière la Ineos, pas un bel été hein, pour la Ineos, que ça soit le Tour de France, le Tour d'Espagne. Le Tour d'Espagne n'a pas vraiment été une réussite. Je rappelle qu'il y aura le conseil de classe de la Vuelta pour débriefer cette Vuelta 2024. Donc oui, du côté d'Ineos, le Tour d'Espagne a été raté pour moi. Et puis le Tour de France, c'était pas beaucoup mieux. C'est vrai qu'on attendait peut-être mieux de Carlos Rodriguez. Sur le Tour d'Espagne, on s'attendait pourquoi pas avoir du Timen Arensman, qui a été transparent. Bon, de plus, ça n'a pas été beaucoup mieux. Encore une fois, le problème du côté de cette formation, un manque de talent. Oui, un manque de talent. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que sur les grands tours, c'est presque Narvaez qui a été le mieux et Arensman sur la Volta. Mais c'est vrai qu'il y a trop peu de coureurs qui arrivent à être performants dans cette équipe. Il y a un gros collectif, encore une fois, hein, du côté de la Ineos. Mais il manque les stars. Il manque la star du côté du sprint. Il manque la star du côté de la montagne. Et c'est le problème le plus important pour Ineos. Il leur manque des gros talents. Là, est-ce qu'ils se positionneront sur Juan Ayuso? Pour moi, ils devraient. Parce que c'est vraiment une équipe qui en a besoin. Bon là, ils essayent de récupérer Castrillo de la Cairn Pharma. Mais il va falloir vraiment être très costaud au niveau des points UCI. C'est vrai que Ineos, c'est pas exceptionnel. Alors on devrait... Là aussi, il y a encore 3000 points à récupérer, hein, quasiment 3005 pour aller chercher le score de 2023. Mais sur cet été, ça a été pas top, hein, 4000 points récupérés. Ineos était à 10 808 sur l'année 2024. Ils sont désormais à 14 481. C'est-à-dire voilà, 4000 points à récupérer, donc bien moins que Soudal, que Visma, mais même que d'autres formations qui sont un petit peu derrière dans ce classement. 5e, la Lidl Trek qui était déjà 5e à cette période-là de l'année. 5000 points récupérés, hein, donc on voit 1000 points de plus que Ineos, qui fait que l'écart était de 2000 points avec la Ineos au mois de juin, et que cet écart s'est réduit à peine 1000 points, même moins de 2000 points entre les deux structures. Du côté de la Lidl Trek, c'est vrai que
L'été a pas été si sensationnel que ça. On a une bonne Vuelta avec Scalmose, mais en dehors, et Vachek, mais en dehors de ces deux coureurs-là, par exemple, Guggenhardt a été complètement transparent. On a eu un Tour de France où Pedersen a abandonné assez vite, et c'est vrai que c'est une équipe qui n'a pas marqué beaucoup de points sur ce Tour de France. Par contre, énorme Tour d'Allemagne avec Milan, avec Pedersen, ils ont dominé la course. Ils ont récupéré pas mal de points également sur des courses un petit peu annexes. Il y a eu Chicone sur le Tour de France, quand même, au niveau du classement général, mais qui finit 11e. Donc c'est vrai que pendant très longtemps, il était dans le top 8 et il sort du top 8 sur les derniers jours de course. Donc il y a eu du bon. Il y a eu, comme on dit, comme d'habitude, un petit peu du moins bon du côté de la Lidl Trek. Mais voilà, ce qui leur a manqué, c'est un peu plus de densité par rapport à d'autres structures. Et puis sur le Tour d'Espagne, c'est sûr que s'ils avaient emmené Pedersen ou Milan, ça aurait peut-être changé la donne aussi du côté des sprints par rapport à Van Aert et par rapport à Caden Groves. Et ça aurait peut-être amené quelques points supplémentaires. Mais bon, ils étaient très motivés par le Tour d'Allemagne. Après voilà, ça reste une équipe sur laquelle il faudra compter, hein, la Lidl Trek l'année prochaine, s'il y a encore un gros recrutement et s'il y a des coureurs du côté notamment de Tao Guggenhardt qui commencent à prendre un petit peu d'expérience dans cette structure, hein, parce que Guggenhardt a déjà de l'expérience à l'époque de Ineos, mais dans la structure Lidl Trek, c'est vrai que Guggenhardt a quand même été très transparent cette année. La belle opération, c'est la Red Bull Bora Hansgrohe, sixième désormais de ce classement, alors que c'était une équipe qui était septième, équipe qui est désormais à 14 987 points. Voilà, 5000 points de récupérer par la structure. Ils avaient 700 points de retard sur Alpecin et donc 4000 de retard sur Lidl Trek. Donc l'écart avec Lidl Trek est encore important. On est sur 3000 points, mais ils ont pris 1000 points d'avance par rapport à la Alpecin de Cotton. Du côté de la Red Bull Bora Hansgrohe, que dire, très bonne Vuelta, Roglic avec également Lipovic. Notamment au niveau des points, il y a eu aussi Vlasov qu'on a récupéré quelques-uns. Sur le Tour de France, les 10 premiers jours de course n'étaient pas mauvais non plus, hein, avec Primoz Roglic qui avait fait des top 5. Mais c'est vrai qu'ensuite, son abandon a coûté pas mal de points à la structure austro-allemande. Pour l'instant, elle est toujours allemande, mais bon, je pense que l'année prochaine, il y aura peut-être une bannière autrichienne du côté de la Bora. Et puis, oui, non, une équipe qui a fait un Tour de France qui était intéressant mais trop court. Et puis un Tour d'Espagne qui, lui, a été vraiment réussi du côté de sa structure, même si là aussi, on parlait de sprinters. Alors, Jordi Meus a eu des résultats sur des courses annexes, mais on n'avait pas emmené Jordi Meus sur les grands tours, notamment, qui aurait peut-être pu amener un petit peu plus de points, mais ça a été un choix de la part de l'organisation de cette équipe. Septième, donc il a perdu une position, la Alpecin de Koenig, 12 713 points, on était à 9100, donc c'est-à-dire qu'ils ont récupéré 3600 points en un peu plus de 2 mois, en cette semaine, quelque chose comme ça, ce qui n'est pas exceptionnel du côté de la Alpecin de Koenig, mais on est dans une période qui est moins prolifique pour cette structure. C'est vrai qu'il faut bien le dire, les grands tours, ils sont bons sur les sprints, mais c'est pas suffisant. Ils n'ont pas la capacité d'aller marquer des points en dehors que sur les sprints. On a vu Philipsen, mais qui n'a pas été foncièrement dominateur, qui n'a pas pris le maillot vert, notamment à Binyam Girmay. Sur le Tour d'Espagne, certes, Caden Groves gagne 2 étapes, prend le maillot vert. C'est vrai qu'en termes de points UCI, pour Caden Groves, c'est pas mal. Oui, mais en dehors de ça, Vergalito, Quinton Hermans, n'ont pas rapporté grand-chose à cette structure, et c'est toujours le problème du côté d'Alpecin. On a beaucoup de routiers sprinteurs, mais alors du côté de la haute montagne, on n'a plus personne. Et c'est là où tu vois que c'est une équipe qui n'a pas la capacité aujourd'hui de faire le classement général des grands tours. Donc ils sont à leur place, quoi, Alpecin. À un moment, il faut se le dire, ils ne peuvent pas être beaucoup plus haut dans le classement à cause de ce fameux problème du côté du général. Donc ouais, ça me semble compliqué ensuite d'aller les chercher, quoi. Il y a trop
Enfin, c'est trop compliqué, à bout d'un moment. Voilà. Du côté de la Groupama, du côté de la Alpecin de Koninck, d'aller marquer des points sur d'autres courses. Alors, ils sont juste en dessous des 28 000 points, mais je dirais que bon, voilà, ça fait partie des équipes qui ont sécurisé leur place pour l'année prochaine. Parce qu'il faudrait vraiment qu'il y a quasiment 10 000 points d'avance par rapport au 18e. Aujourd'hui qui est Cofidis, même plus. Donc voilà, il faudrait quand même une mauvaise année pour vraiment que ça se passe extrêmement mal du côté de la Alpecin de Koninck. On poursuit avec la Groupama FDJ, 25 325 points pour la Groupama FDJ qui a été 9e lors du dernier classement, qui est passé devant la Bahreïn Victorious. C'est redescendu comme d'habitude. Alors du côté de la Groupama FDJ, on est à 10 490 points. On était à 6006, donc on a récupéré un peu plus de 4000 points du côté de la Groupama FDJ. Un Tour de France loin d'être exceptionnel, un Tour d'Italie, un Tour d'Espagne pardon, beaucoup plus réussi grâce à David Gaudu notamment et sa 6e place. On a vu également Quentin Paché qui a apporté des points à cette formation. C'est vrai que sur le Tour de France, ça a été un petit peu la Bérésina pour cette équipe qui n'a pas vraiment réussi à faire la différence. Et puis la victoire également de Stephen Kung lors du dernier contre-la-montre du côté de la Groupama. Voilà, on gagne une position dans ce classement du côté de cette formation. C'est pas encore totalement fait pour rester en World Tour, mais je pense qu'avec les points, les 2-3 000 points qu'ils sont en capacité de récupérer pour la fin d'année, même s'ils vont être gênés, parce qu'il n'y aura pas le Tour de Vendée ni Paris-Bourges, qui sont quand même des courses qui permettent de rapporter des points. Ces deux courses-là n'auront pas lieu. Mais du côté de la Groupama FDJ, je pense que c'est une équipe qui a quand même la capacité d'aller marquer encore 1500-2000 points sur la fin d'année. Donc c'est vrai qu'il y a 27 000 points ensuite. Encore une fois, il faut quand même un miracle pour te faire déloger du côté de ta position, mais ils seront en dessous en termes de points, je pense, par rapport à l'année 2022. En 2022, ils avaient fait 14 008. Ils n'iront pas chercher 4000 points sur la fin d'année. Donc voilà, ils seront un petit peu en dessous sur cette fin de saison par rapport à l'année précédente. C'est vrai que certains jeunes coureurs n'ont pas forcément eu les résultats escomptés par rapport voilà, à cette équipe continentale. Il faudra, je pense, recruter un pallier aussi à l'absence, notamment d'un Lenny Martinez du côté de cette formation. Lotto Destiny, 9e, là aussi on gagne une position du côté de la Lotto Destiny qui était 10e jusqu'à maintenant, 7023 points. On est désormais à 10 578, donc voilà, 3500 points de marqués sur les 2 mois d'été, c'est pas exceptionnel, mais là aussi on savait que du côté de la Lotto Destiny, le Tour de France pourrait être compliqué malgré Maxime Van Gils, mais qui n'a pas repris avec le même niveau d'intensité qu'en début d'année. L'abandon de Lennert Van Delvet sur le Tour d'Espagne leur coûte cher, parce que c'est vrai que c'est un abandon qui est assez précoce, qu'il aurait peut-être pu aller chercher un top 10 du côté du général, même si vous avez les points marqués par Arnaud Delis, je pense au René Wittour, le Tour du Benelux, sur les grands tours ça a été un petit peu plus compliqué. En même temps, c'est une équipe, là aussi, qui est assez jeune, donc qui manque d'expérience dans ce domaine-là. C'est vrai que les têtes d'affiche de la Lotto Destiny, que ce soit Delis, Van Gils, Van Etvelt, Andreas Kron, sont quand même des coureurs qui ont, alors sauf Kron, mais pour la plupart, moins de 25 ans. Vous avez aussi des coureurs qui commencent à vieillir. Alors même si on a vu du bon Campenart, avec notamment une victoire d'étape sur le Tour de France, Thomas de Rennes par exemple, qui était normalement en capacité d'aller chercher 400-500 points, et Thomas de Rennes, qui est dans sa dernière année, est un petit peu plus en difficulté. Donc voilà, du côté de la Lotto Destiny, on est quand même sur une saison qui est assez proche de l'année, un petit peu derrière là aussi, par rapport à la Groupama, c'est un petit peu la même situation. Malgré du grand Delis, je pense que certains coureurs ont eu un petit peu plus de mal à exprimer leur plein potentiel parmi les jeunes pousses de la Lotto Destiny, mais vous avez du bon Van Gils, du bon Van Etvelt. Voilà, après il y a encore des courses en fin de saison qui peuvent convenir à Delis, mais qui avaient très très bien fini. Donc il faudra voir comment ça se passera, mais bon, voilà, 9e, on a aussi une très très belle, on a 10 000 points de marge par rapport à Arkea. Bon, voilà, on voit qu'Arkea n'a jamais marqué 10 000 points, donc
Normalement, c'est quasiment fait du côté de la Lotto Destiny. 10e, la Bahrain Victorious, qui a perdu 2 positions. Elle était 8e, cette équipe. 8045 points de marqués sur l'année 2024. Et bien là aussi, hein, on est sur à peine 2200 points de marqués. Hein. C'est l'un des plus petits total de marqués sur cet été du côté de la Bahrain Victorious. Tiberi abandon sur la Vuelta. Sutterling pas exceptionnel non plus sur la Vuelta. Et puis Mohoric, assez transparent cette année, il faut bien le dire. Jack Egg, c'est pas foufou non plus, hein, on pourrait penser du côté de l'été. Donc ouais, pas mal de coureurs qui n'ont pas forcément eu des résultats exceptionnels du côté de la Bahrain Victorious. C'est pas une grande année hein, pour cette structure. On est à 8045, c'est-à-dire quasiment la moitié moins de points que sur l'année 2023. On était à 15007. Donc là, il reste un mois de compétition. Là encore, on n'ira pas chercher cet écart de points. Hein. Là, c'est mort pour la Bahrain Victorious. On sera en retrait. Il faudra faire mieux l'année prochaine, surtout encore une fois par rapport aux moyens engagés par les sponsors. C'est quand même une équipe qui souvent, hein, je le dis assez souvent, n'est pas au niveau des moyens à gérer dans cette structure. Donc c'est toujours ça qui me gêne un petit peu du côté de la Bahrain Victorious. Donc voilà, on est à 23 833 points. Donc on est à 800 points hein, quasiment de la Lotto Destiny. Donc là aussi ça fait un petit peu mal hein, parce qu'on perd 2 positions pendant l'été et puis surtout on voit d'autres structures se rapprocher. Decathlon AG2R 11e, 13 973 points de marqués. Alors, on était à 10 546, donc on a marqué 3400 points sur la période. On était là, ils sont 11e. Elles étaient déjà 11e avec 19 006, mais ils se sont rapprochés des équipes qui étaient devant eux, et notamment la Bahrain Victorious. Hein. Il y avait 2000 points d'écart avec ces structures-là, et on voit que l'écart s'est réduit également par rapport à l'Auto Destiny aussi. Donc ça, c'est plutôt intéressant du côté de la Decathlon AG2R. Il y a eu un petit coup de mou en début d'été. Hein. C'est vrai que sur ce mois de juillet, sur ce Tour de France, il y a eu un petit coup d'arrêt au niveau des résultats, mais qui ont été bien récupérés, notamment par les résultats sur le Tour de Burgos, notamment les belles performances de Victor Lafay. Et surtout Ben O'Connor sur la Vuelta qui prend une belle 2e place, et ça rapporte beaucoup de points à la structure. Dommage par contre sur la Vuelta qu'il n'y ait pas eu beaucoup d'échappés qui soient allés au bout, mais c'est vrai qu'on était obnubilé par la défense de ce maillot rouge. Et puis je rappelle qu'à chaque jour de maillot rouge porté par Ben O'Connor, c'était 25 points UCI qui arrivaient dans l'escarcelle de la Decathlon, ce qui a fait beaucoup de points on va dire sur ce mois d'août, mais un mois de juillet beaucoup plus en berne hein, du côté de cette structure. Il y a également la victoire sur la Polynormande du côté de Paul Lapéra, le champion de France. Donc voilà, il y a eu quand même des résultats intéressants du côté de cette structure, mais sur le René 8 Tours ça a été plus compliqué. On a perdu également Benoît Cosnefroy qui ne repartira pas cette saison. Donc voilà, il y a quelques petites déceptions sur cet été. Ça a été moins efficace, moins fluide que lors de la saison estivale du côté de la Decathlon, du côté de la saison plutôt printanière, du côté de la Decathlon AG2R. Voilà, on avait fait un gros début de saison, et c'est vrai qu'au bout de 6 mois de gros début de saison, ça s'est un peu tassé pendant l'été. Mais le mois d'août a été bien meilleur pour la Decathlon AG2R. L'AEF, 21 472 points, 9 653 de marqués depuis le début de l'année, ce qui est un score assez proche. Hein. Ils sont à 2000 points hein, par rapport à 2023, donc ils devraient être à peu près dans les clous par rapport à l'année dernière. EF, qui est toujours 2e, et qui a pris 3000 points voilà, sur cette période. L'écart a un peu augmenté avec la Decathlon, elles étaient proches par rapport à la Decathlon, mais c'est vrai que l'écart a légèrement augmenté. Il y avait 1500 points entre les deux structures, et quoique non, oui, il y a toujours 1500, oui, non, ça n'a pas beaucoup augmenté du côté de l'AEF. Carapaz,
qui fait quand même top 5 sur la Vuelta, qui a été beaucoup en échappé également sur le dernier Tour de France. Mais un Benelli peut-être un petit peu rentré dans le rang. Et c'est vrai qu'on se dit que chez UF, à part Richard Carapaz, en dehors de cette tête d'affiche-là, certains coureurs sont un petit peu discrets depuis quelques temps. En même temps, on avait aussi pas mal de jeunes coureurs qui avaient été intégrés à la structure, donc ça a joué là aussi du côté de l'équipe américaine. Donc c'est pas encore fait pour eux. Comme Decathlon, il faudra marquer encore quelques points. Après, normalement, encore une fois, il faudrait quand même que Arkea marque beaucoup de points pour aller chercher la EF. Mais bon, c'est pas encore fait. On est sur 6500 points à peu près d'écart entre EF et Arkea. Donc il faut quand même faire attention. Mais c'est vrai qu'ils ont un petit peu de marge encore par rapport à la zone rouge. Mais on se souvient de leur année 2022 qui était loin d'être exceptionnelle. Donc il ne faudra pas se reposer sur ses lauriers du côté de l'AEF parce qu'ils savent que parfois les dernières années, lors de ces phases de 3 ans au niveau World Tour, eh bien, ça peut être vraiment très 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 chaud pour leurs fesses. Israël, 20 279 points. Eh bien, autant pour l'Auto Destiny, c'est quasiment fait. Autant pour Israël, il va falloir encore travailler un petit peu. Donc, ils étaient à 10 257 points de marqués. Et ils en ont marqué pourtant pas loin de 4000 également sur cette période. Ils étaient à 16 006. Ils sont désormais à 20 279 points. Que dire du côté de cet été à Israël? Oui, la Vuelta n'est pas exceptionnelle. On a eu un peu Corbin Strong, un peu Woods, mais ça reste moyen. Le Tour de France, lui, était pas mal. Du côté de cette structure, ouais, j'ai pas grand-chose à dire pour Israël. C'est pas l'équipe qui me régale le plus. Le problème de cette structure, c'est toujours les classements généraux. Ils ont pourtant beaucoup de grimpeurs, mais c'est vrai qu'on s'attendait un peu mieux de Richie Tello. Enfin, moi, je m'attendais à mieux de Richie Tello sur la Vuelta. C'est vrai qu'un top 15 aurait apporté des points. Woods ne joue jamais les classements généraux. Dylan Tuns, un petit peu aux abonnés absents depuis de nombreuses années. Corbin Strong, c'est pas un pur sprinter. Mais il y a eu du bon à Karman, par exemple, sur le Tour de France. Donc, ce qui compense un petit peu. Je trouve qu'ils ont mieux réussi leur Tour de France que leur Vuelta du côté de Israël. Et vraiment, je trouve la Vuelta n'était pas exceptionnelle. Le Tour de France était vraiment plutôt pas mal du côté de Israël. Donc 20 279. Juste derrière, à moins de 2000 points, on retrouve la Movistar. Alors la Movistar qui devait défendre énormément de points sur l'été, c'est que c'est une équipe qui n'est pas forcément très bonne Alors Israël qui a quand même malgré tout marqué plus de points qu'en 2023 désormais. Et du côté de Movistar, eh bien, ils sont qu'à 2000 points de leur quota 2023. Donc c'est pas très loin non plus du côté de la Movistar. La Movistar donc, qui est toujours 14e. Ils ont marqué, 4000 points quand même du côté. Ils étaient à 5004. Ils sont désormais à 9085 points, donc 3500 points de marqués du côté de cette structure, un peu plus de 3500 points de marqués du côté de la Movistar. C'était une période importante, il y avait beaucoup de points à défendre du côté de la Movistar. Même si c'est vrai que sur la Vuelta, là aussi, c'est vrai que si on enlève les résultats d'Enric Mas, eh bien ensuite derrière c'est un petit peu plus compliqué. Mais Enric Mas a marqué beaucoup de points sur cette Vuelta, sur le Tour de France. Là aussi, on a quand même vu beaucoup Enric Mas, mais on avait aussi Lascano, notamment sur les échappées. Donc au bout d'un moment, vous arrivez à avoir un bon petit total de points. Après voilà, c'est une période où on sait Tour de France, Vuelta, juin, juillet, août, c'est une période hyper importante pour la Movistar. C'est vraiment une période où ils ne peuvent pas se rater à ce moment-là de l'année. Bon, alors ils ont 5000 points d'avance sur la Arkea, donc au niveau de la relégation, donc c'est pas fait encore du côté de Arkea et du côté de la Movistar surtout. Et 10 985. Donc là, voilà, on est à 2000 points du score de 2023, en sachant que Enric Mas avait pris
Il y avait eu des bons résultats en fin de saison pour Enric Mas, donc il faudra aussi réussir à faire ça du côté de la Movistar. Jaiko Alula, un été du côté de la Jaiko Alula, on a eu la victoire notamment de Dylan Groenewegen, les 2 victoires d'Eddie Dunbar, on était à 5004. Donc on a pris quand même 3000 points, 3200 points du côté de la Jaiko Alula. Là aussi, les classements généraux, ça n'a pas été très bon. C'est vrai qu'on pouvait s'attendre un petit peu mieux de la part de Simon Yates sur le dernier Tour de France. Du côté de la Volta, il ne misait pas le classement général. Il y a eu quand même du très bon Mauro Schmidt, du très bon également Eddie Dunbar. Il y a eu Groenewegen qui a gagné une étape du côté de la Jaiko Alula. Mais voilà, on n'a pas joué les classements généraux, donc c'est pour ça qu'on n'apporte pas non plus 4 millions de points d'un coup. Groenewegen n'a pas vraiment joué le maillot vert non plus du côté du classement du dernier Tour de France, donc ça aussi ça joue au niveau des points. Mais oui, on est, on va dire, la formation a sa place, Jaiko Alula, c'est-à-dire que c'est une équipe qui manque encore un petit peu de tête d'affiche pour être efficiente. Et donc elle est forcément condamnée un petit peu à se bagarrer pour la zone rouge. Parce que voilà, elle est un peu à la limite en termes de formation. Et puis c'est vrai que on s'attendait peut-être à un peu mieux de Caleb Ewan. Pour l'instant, Caleb Ewan, c'est pas exceptionnel du côté de la Jaiko Alula. Mais du bon recrutement, l'arrivée notamment de Ben O'Connor, ça va peut-être changer les plans de cette équipe l'année prochaine. Pour sa pour ce match sur 3 ans du côté du maintien. Donc voilà, 19 364 points, 8 660 points marqués sur cette année, contre 10 007 l'année dernière. Donc là aussi, on est plutôt dans les clous pour la fin de saison du côté de sa structure pour faire à peu près la même chose. Ça sera une chouille plus compliquée pour Intermarché, 18 419 points, 7 927 points de marqués, et Intermarché qui est toujours 16e. On était à 5062, donc on a marqué du côté d'Intermarché moins de 3000 points, et malgré la performance de Binyam Girmay qui a pris le maillot vert sur le Tour de France. Oui, mais dans un même moment, Luis Mentis a été transparent cet été, et quand c'est un petit peu votre seule carte pour le classement général sur la Volta, qui a vu Luis Mentis, on ne l'a pas vu. Du côté du Tour de France, Mentis n'a pas été exceptionnel non plus. Alors oui, vous avez eu Girmay, 3 victoires d'étape, le maillot vert, sauf que sur la fin, il a un petit peu tombé, ça a été un petit peu plus compliqué pour lui sur la 3e semaine. Et qu'en dehors, c'est quand même 2 belles têtes d'affiche, mais c'est vrai que sur le Tour d'Espagne, on est parti avec Vito Braet qui a pris une 3e place, et Arne Marit. Arne Marit a été assez transparent, il faut bien le dire, et cette Vuelta a été très compliquée pour Intermarché. On n'avait pas forcément tant d'ambition que ça, mais on a été très peu présent dans les échappées, donc on a marqué au final très très peu de points sur la Vuelta. J'ai peut-être même le score de leur Vuelta là sous les yeux rapidement du côté de cette équipe. Oui, ils n'ont marqué que 342 points sur la Vuelta, c'est-à-dire 10 fois moins que la Red Bull Bora notamment, et c'est la 20e équipe du côté des classements des points UCI sur cette course, et que Astana et Bahreïn qui ont fini derrière. Donc ils ont fini derrière à Euskaltel par exemple, donc ça n'a pas été fantastique du côté de cette structure. La DSM, 17 438 points du côté de la DSM. On a marqué donc 3000 points du côté de cette structure DSM. Je m'attendais même un petit peu mieux du côté de l'équipe néerlandaise qui a été excellente, bien entendu, avec Romain Bardet. C'est vrai que le doublé lors de l'étape 1, il a fait beaucoup de bien, et puis les 25 points pris également de port de maillot jaune. C'est vrai que Carapaz, il y a eu aussi 25 points de port de maillot jaune sur le Tour de France du côté de la EF. Et puis après, du côté de la DSM, il y a eu Pavel Bittner sur la Vuelta, donc on a réussi à gagner des victoires d'étape. Mais au niveau du classement général, Max Poul n'a pas forcément été dans le coup sur la Vuelta. Nocivet qui finit assez loin, Max Poul, et puis il prend pas les points, je crois, de la 3e place.
il prend pas, je crois, les 95 points de la troisième place sur le classement du maillot vert. Donc là aussi, ça coûte un petit peu à la DSM Firmenich. Et en dehors de ces victoires-là d'étape, c'est vrai que l'équipe a été assez transparente, il faut bien le dire. Donc malgré le fait qu'ils aient marqué des gros points lors de ces journées-là, en dehors de ces étapes-là, où ils ont fait des cartons pleins, et en dehors de ces quelques coureurs, ça a été plus compliqué. Hein. C'est vrai qu'Oscar Onley et Max Poul n'ont pas apporté tant de points que ça. C'est le problème d'avoir une structure avec beaucoup de jeunes coureurs. Malgré tout, vous voyez qu'ils sont à 8311. L'année dernière, ils avaient fait 9127, donc il leur reste moins de 1000 points à les marquer. Donc normalement, ils devraient finir plus fort qu'en 2023. 18e équipe et dernière équipe pour le moment qualifiée. La Cofidis, 16 688 points du côté de la Cofidis. Donc 6251 points seulement de marqués cette année. Et surtout, désormais, ils sont 18e. Hein, la DSM leur est passé devant. Et surtout, on est passé de 4003 à 6002. Donc on a pris 2000 points seulement sur cet été. Ce qui est loin d'être exceptionnel. Un Brian Cocard inexistant, Axel Zinglet pas beaucoup mieux. Guillaume Martin, Yannis Aguirre. La Vuelta, notamment de ces coureurs-là. Alors Yannis Aguirre a fait une Vuelta qui était moins catastrophique que les autres, mais ça reste quand même peu de points marqués. Brian Cocard, ça a été très compliqué. À part les points de la troisième place du classement du maillot vert pour Brian Cocard. Une Vuelta où ils sont passés à côté, un Tour de France qui n'a pas été beaucoup mieux. Et on s'aperçoit que c'est quand même une équipe qui a beaucoup de mal à rivaliser avec les meilleures structures. Donc ça veut dire qu'il va falloir refaire comme en 2022. Ça veut dire que la dernière année, il va falloir marquer énormément de points et surtout commencer très très fort l'année pour éviter que Arkea ou que Uno X puissent revenir sur eux. Mais ça va pas être si évident que ça parce qu'on voit que le match est vraiment resserré derrière. Parce qu'entre la DSM et Astana, il n'y a que 5000 points au final d'écart. Donc ça veut dire que ça va être assez serré. Il va y avoir un gros combat entre ces différentes structures. Les trois pour le moment qui sont 19, 20 et 21. Et puis Cofidis et DSM qui sont pas très loin non plus. Et ça veut dire qu'il va falloir déjà essayer de finir le mieux possible l'année, mais ils seront en retard par rapport aux résultats qu'ils avaient fait en 2023. Mais en 2023, ils avaient surperformé. Et puis surtout en début 2025, il faudra tenter d'aller marquer le maximum de points. Ce qui fait que du côté des relégables, on a toujours Arkea, premier relégable, 14 956 points, mais surtout l'écart avec la Uno X s'est réduit. Alors cette structure Arkea qui a marqué 5005, donc 2200 points, donc pas beaucoup plus que la Cofidis. L'écart est toujours de 1600 points à peu près, et il était à 2008, oui il était même de 2005, donc on a quasiment pas réduit l'écart. Du côté de l'Arkea, un manque de talent. Arnaud Desmar qui n'a pas marqué beaucoup de points, même s'il y a eu quelques résultats depuis pour Arnaud Desmar, notamment sur le Tour du Poitou, mais ça reste pas suffisant. Il y a même, si tu as la victoire de Kevin Vauquelin, les résultats de Kevin Vauquelin, il y a quand même une grande partie du collectif qui n'a pas vraiment le niveau du World Tour, et ça se ressent au niveau des points, c'est-à-dire que on a vu sur la dernière Vuelta, mais tu as Christian Rodriguez, et en dehors de Christian Rodriguez, derrière ça marque pas beaucoup de points non plus. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour la Arkea, parce que sur les 30 coureurs de l'effectif, t'en as bien 15 qui n'ont pas du tout le niveau World Tour pour performer en World Tour, 15 de 20 ou 20, et ça veut dire que tu es obligé de faire avec assez peu de coureurs, et au bout d'un moment ça a des conséquences sur tes points UCI. Forcément ça risque d'être compliqué avec ces 2000 points quasiment de retard pour Arkea. Et puis surtout Uno X qui se rapproche, plus que 300 points d'écart, 14 621. Uno X qui est donc à 2000 points de la Cofidis, et Uno X qui avait démarré piano l'année et qui a pris quand même 3000 points sur l'été, notamment grâce à un très bon Tour de France du côté un bon Tour de France du côté de la structure norvégienne, mais surtout beaucoup de résultats depuis le mois de mai. Ils sont dans une situation
de dynamique positive, on les voit énormément et souvent avec des victoires, notamment sur les courses un petit peu plus sprint, mais parfois avec même des deuxième, quatrième places, ce genre de situation, ce qui marque beaucoup de points. Ils ont déjà marqué plus de points comme Arkea, hein, qui a marqué également plus de points en 2024 qu'en 2022. Qu'en 2023, pardon, avec 8062 contre 6559 points, c'est-à-dire 1500 points en plus. Donc là, c'est assez exceptionnel. Et du côté d'Astana, bon, certes, il va falloir vraiment que les Chinois mettent de l'argent, et pour le moment, en termes de recrutement, c'est pas ça qui va faire vraiment de révolution. Une Vuelta catastrophique, bon, un Tour de France qui était pas beaucoup mieux du côté d'Astana, 12 504 points, 5 475 points de marqués, on était à 3006, hein, donc ça reste bien insuffisant par rapport aux adversaires. Hein. Uno X en a marqué 3000 de plus, Arkea en a marqué quasiment oui, plus de 2000 de plus. Même la Cofidis qui pourtant réalise une mauvaise saison du côté des équipes World Tour et l'équipe qui a marqué le moins de points, hein, 6251, Astana 6004, voilà, il y a quasiment 1000 points d'écart. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup et ça me semble compliqué, même avec l'argent des Chinois, d'aller remonter la pente parce qu'il faudrait recruter Pogacar. Et même avec Pogacar, je pense que ça serait quand même compliqué de rattraper le retard parce qu'il faudrait quand même qu'il marque 4000 points, 5000 points à lui tout seul, ce qui n'est pas si anodin que ça. Hein. Donc, ouais, à part Pogacar, Van Aert, Van Der Poel et à part aller chercher un désogre, ça me semble compliqué quand même du côté de Astana d'aller remonter les points. Et puis ensuite, on retrouve la totale. Tudor, Q36 et la VF. Et je ne sais même pas si la Kern Pharma, si, qui est 28 désormais dans ce classement, avec 4739 points, qui est passé devant la Polti Cometa, au final en cumulé, et largement sur l'année, hein, 3054 contre 2005, grâce à un super BT du côté de la Kern Pharma et du côté d'Euskaltel. On est loin pour le moment pour la formation espagnole du côté de ce classement. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!